Bienvenue sur le podcast Un lecteur minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Oumou, chroniqueuse littéraire. Bonjour Oumou. Bonjour Stella, merci pour l'invitation. Merci à toi, c'est grâce à Carole que j'ai découvert ton profil du compte Miss Rolka qui m'a gentiment recommandé ton profil. Et puis comme j'ai vu que ça correspondait un peu à la ligne du podcast, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce que tu faisais. Ouais, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, donc moi je m'appelle Oumou, je me présente toujours en tant que chroniqueuse littéraire, activiste et artiste. Donc voilà, moi j'aime beaucoup lire depuis que je sais lire. Et en fait, j'ai une page Instagram où je partage mes lectures et j'ai aussi une chronique ici à la radio. Donc j'habite au Québec, à Québec. Et j'ai une chronique à la radio une semaine sur deux où je présente des contenus littéraires des personnes issues de la diversité culturelle. Donc, généralement, des personnes qui sont non blanches. Je fais des chroniques le soir. Je fais des entrevues avec des auteurs. Je fais des chroniques sur certains livres. Donc, voilà. Et quand je dis que je suis artiste, je fais du slam. Donc, toujours à travers l'écriture. Donc, j'écris des textes engagés et je me produis sur des scènes québécoises. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux préciser dans quel contexte géographique tu as grandi et culturel, si tu veux bien? Oui, bien sûr. Donc, je pense que ça s'entend aussi un peu à l'accent. Je grandis en région parisienne, à Vitry-sur-Seine plus précisément. Donc, j'ai grandi dans un quartier de banlieue. Donc, j'aime beaucoup ma ville, Vitry. Je retourne quasiment tous les ans, voire oui, tous les ans, minimalement, voir ma famille qui habite toujours. Et puis en 2015, j'ai déménagé au Canada. Quand je dis au Canada, c'est parce que j'ai déménagé en Alberta, donc dans une province anglophone. Et ensuite, il y a quelques années, j'ai déménagé à Québec. Donc, c'est ça un peu mon parcours. Quand j'étais plus jeune, j'allais souvent à la bibliothèque. Je pense que je vais te laisser continuer là, mais je, peut-être que parce que quand on parle de où j'ai grandi, à Vitry-sur-Seine, dans ce quartier, un peu plus loin, j'allais très souvent avec mes sœurs à la bibliothèque. Tous les mercredis et tous les samedis, j'étais à la bibliothèque. Et c'est comme ça, en fait, qu'est venue ma passion pour les livres, que je partage aussi avec mes sœurs. Après, mes sœurs, elles sont pas trop sur les réseaux sociaux, mais c'est comme ça qu'est venue ma passion pour la littérature. C'est avec la bibliothèque municipale, puisqu'on peut emprunter des livres gratuitement. Oui, pareil, on y reviendra. Moi aussi, ça a commencé à l'école et puis après, j'y suis allée toute seule. Ouais. Moi, j'y allais jeune, franchement. Je me dis, mes parents, ils nous laissaient y aller avec mes Et ça, sœurs. Mais c'est ça, avec mes sœurs, on n'a pas beaucoup de différence d'âge, mais tous les mercredis, tous les samedis, on y était. C'est comme ça qu'est venue ma passion pour la littérature. J'ai beaucoup lu de bandes dessinées. Donc, j'ai commencé avec les bandes dessinées, Tom Tom et Nana, Cédric, etc. Et c'est après, un peu plus à l'adolescence, j'avais toujours un livre dans la main. Même, c'est marrant parce que des fois, je rencontre des gens que j'ai connus il y a très longtemps quand j'étais plus jeune. Et puis, à chaque fois, ils me demandent toujours si je suis toujours dans les livres. Ça veut dire que c'est quand même des choses qui leur ont marqué, mais j'avais toujours un livre à la main. Et puis, ça continue aussi dans les transports, parce que quand j'ai commencé à travailler en France, je me déplaçais sur Paris. Et quand je me déplaçais sur Paris, toujours un livre dans mon sac et mon temps de transport, parce que c'est pas comme maintenant, on avait des téléphones, mais il n'y avait pas Internet, etc. C'était toujours avec un livre. Donc, c'est toujours des choses que je fais encore aujourd'hui, même si je prends moins les transports. Mais je suis toujours avec un livre. J'ai toujours un livre dans mon sac. ouais, pareil, quand je fais Ouais. des voyages. Du coup, tu m'as dit que tu as commencé à travailler à Paris. Est-ce que tu veux bien détailler? Est-ce que tu as eu un parcours universitaire ou Oui. scolaire?
Oui, j'ai un parcours universitaire et scolaire qui est très différent de ce que je fais aujourd'hui. Donc, moi, j'ai été à la fac à Paris. J'ai commencé par des études de lettres et ensuite des études pour devenir prof. Et après, bah, j'ai pas été prof parce que je voulais pas être prof. Donc, j'ai travaillé dans des quartiers et je faisais le pont entre l'école et le quartier et les parents. Et ensuite, bah, j'ai travaillé dans une structure qui accueillait les personnes immigrantes. Donc là, j'ai plus travaillé avec les familles et notamment avec les femmes qui étaient victimes de violences conjugales. Et ensuite, j'ai déménagé au Canada. Donc, quand j'habitais en Alberta, je travaillais dans une structure où j'étais dans une école. Et en fait, j'accueillais les nouveaux immigrants qui arrivaient dans l'école et je faisais le pont aussi avec les parents et l'école au niveau des différences culturelles. Et puis après, bah, j'ai déménagé à Québec et à Québec, j'ai travaillé dans plusieurs sphères là. C'est vraiment, j'ai travaillé dans plein d'endroits. Mais tout ça pour expliquer qu'en fait, en France et au Canada et au Québec, on ne fonctionne pas trop de la même façon. Donc, Oui. j'ai pu explorer ce que je voulais faire. J'ai eu la chance, en tout cas, de pouvoir faire ça. J'ai travaillé à la bibliothèque en tant qu'animatrice littéraire. Donc, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Mais bon, c'était un peu pendant le Covid, etc. Donc, voilà, j'ai arrêté de travailler à la bibliothèque, mais sinon, ce que je fais, c'est que moi, je travaille avec les immigrants, donc les nouveaux arrivants. Je travaille en ressources humaines, donc je suis spécialisée en recrutement international. Donc, j'ai fait ça pour des grandes compagnies multinationales ici. Et maintenant, je travaille aussi dans le recrutement international, dans le recrutement, dans les ressources humaines et dans toute la sphère diversité, équité et inclusion. Donc, quand je dis ça, on me dit « Waouh, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait à l'école ». Oui, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait à l'école, mais c'est de fil en aiguille, en fait, en avançant dans mon cheminement de carrière, que j'ai pu faire ça. Et puis, je pense aussi que c'est, entre guillemets, l'ouverture ici au Canada et au Québec, là, qui a pu que je suis là où je suis là, c'est parce que c'est pas fermé comme la France où il te faut un diplôme et une expérience pour travailler dans ce domaine. Ici, on te laisse la chance. Si on pense que tu es capable de, on te dit, on te laisse. Donc, ça c'est vraiment la différence. C'est pour ça qu'à chaque fois, on me demande mon parcours d'études, mais à chaque fois, je dis mon parcours d'études, il n'a rien à voir avec ce que je fais, aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est vrai que en France, j'ai l'impression que si tu veux vraiment changer de carrière, soit tu dois reprendre les études de zéro, ou soit tu dois créer ton propre business dans le domaine que tu veux. Mais ça implique aussi une certaine aisance financière. Tout le monde ne peut pas forcément créer son… Exactement. Et je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est vraiment différent. Donc, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, je parle pas trop de mon travail. C'est quand même assez rare parce qu'il y a même des gens qui m'ont demandé si je travaillais. Parce que moi, ce que je partage, c'est vraiment le contenu littéraire et puis d'autres choses d'ici, là. On habite pas très loin de son travail. C'est vrai qu'en habitant à Québec, moi, j'habite pas à Montréal parce qu'à chaque fois que je dis que j'habite au Canada, on me dit « Ouais, je connais quelqu'un à Montréal. » Je dis « Ouais, mais moi, j'habite pas à Montréal. » En fait, Montréal, c'est… oui, même quand j'habitais en Alberta, à chaque fois, on me dit « Ouais, je connais quelqu'un à Montréal. » Je dis « Mais moi, j'habite pas à Montréal. J'ai jamais habité à Montréal. » C'est vrai que c'est à 2h30 de voiture et c'est pas du tout la même chose d'habiter parce que Québec, c'est une grande ville, mais c'est pas une ville aussi grande que Montréal. Et au niveau des distances de parcours par rapport à ton travail, tu fais moins d'heures parce qu'on n'est pas comme à Paris, par exemple, où avec les transports, il y a énormément de monde, donc tu mets 1h, 1h30 pour aller à ton travail. Nous, on n'est pas dans ça ici. On est dans 20, 30 minutes maximum pour aller à son travail. Et ça, en fait, ça change tout parce que le fait de terminer à 5h, si maximum tu mets 30 minutes pour rentrer chez toi, à 5h30, tu es chez toi, en fait. Donc, 5h30, moi, je dis, j'ai une deuxième vie. J'ai ma vie au travail et j'ai ma deuxième vie le soir où je peux
faire ce que j'ai envie de faire, lire, partager mes lectures, préparer mes chroniques, parce que c'est ça, les chroniques, ça prend du temps. C'est vrai que en plus, c'est pas beaucoup, hein, c'est juste 15 minutes, mais ça prend énormément de temps parce qu'il faut vraiment, moi, j'essaye d'être quand même assez carrée, assez pointilleuse dans ce que je fais. Donc, ça me laisse quand même le temps. Donc, du lundi au vendredi, j'ai encore, je sais pas moi, j'ai encore 3-4 heures le soir à faire des choses. Des fois, on me dit oui, la vie de famille, etc. J'ai une vie de famille, j'ai un enfant. Donc, oui, même avec ça, mon fils finit super tôt l'école. Donc, ici, l'école, ça finit à 3h, 3h30. Donc, en fait, on a du temps. On a du temps le soir pour pouvoir faire notre passion. J'ai du temps pour faire du sport. J'ai du temps pour voir mes amis. C'est ça. En fait, en France, quand j'étais en France, moi, j'aime bien comparer avec la France parce que je sais qu'il y a des gens, ils aiment bien savoir les différences. Quand j'étais en France, j'avais des amis, j'avais cette passion pour la littérature, etc. Mais j'avais toujours cette impression d'être en train de courir. Toujours d'être en train de courir, de courir pour aller au travail, de courir pour voir les amis, de courir pour voir sa famille. Toujours en train de courir, jamais posé, etc. Après, peut-être aussi c'est l'âge parce que maintenant, je suis plus âgée. Mais là, c'est plus tranquille, quoi. 5h30, je suis chez moi. Je peux faire mes petites affaires tranquillement chez moi. Donc, c'est ça. Et même le matin, c'est plus relax aussi le matin. Donc, pour moi, c'est la grande différence que je vois depuis que j'ai quitté la France. Après, je pense aussi que même en France, par rapport entre les grandes métropoles et les plus petites villes excentrées de Paris, je pense que tu as un rythme peut-être un peu plus calme. Oui. Je sais que là, je suis à Grenoble et pareil, je suis à 20 minutes à pied de mon boulot. Donc, j'ai toute la fin d'après-midi et la soirée pour faire d'autres activités que hors de mon travail. Et c'est beaucoup plus tranquille comparé à quand j'étais en études à Paris où je me levais à des 6h, 5h. Ouais, c'est ça. À 19h. C'est ça. Après, comme j'aime dire, moi, mon expérience, elle est un peu biaisée parce qu'en France, je n'ai vécu qu'en région parisienne. Donc, je ne connais que la région parisienne, même si j'ai été en vacances dans toutes les régions de France. Quand on part en vacances quelque part, c'est jamais pareil que si on vit. Donc, c'est ça. Ok. Ouais, c'est intéressant de voir quelqu'un qui a un peu la double, qui a pu travailler dans 2 pays et 2 continents complètement différents. Ouais, c'est vraiment différent. Et du coup, par rapport à on va aborder toutes tes activités, toutes tes casquettes d'artiste et de créatrice de contenu. Oui. Donc, est-ce que tu as d'abord commencé à faire tes chroniques radio avant de te lancer sur les réseaux sociaux? Comment ça s'est articulé En fait, ça s'est articulé, c'était en 2018. Donc, en 2018, j'habite en Alberta. J'ai été en congé maternité, je tiens à préciser. Et ici, le congé maternité, congé parental, c'est 1 an. Donc, c'est 12 mois. Donc, moi, j'étais chez moi. Je suis quelqu'un qui est quand même assez hyperactive. Donc, j'étais chez moi et je me tournais les pouces parce que, oui, mon enfant était là, etc. Mais bon, quand on est en congé maternité ou congé parental, il ne faut pas oublier, c'est nos amis, ils continuent à travailler. Donc, toi, du lundi au vendredi. Oui, c'est ça, t'es toute seule. Donc, pendant 1 an, je me suis dit, waouh, ça va être long, quoi. C'est bien, oui, c'est bien, je m'occupe de mon enfant, c'est super, mais ça va être super long. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je me suis dit, comme j'étais passionnée de littérature, même là-bas, j'allais tout le temps à la bibliothèque. Et je me suis dit, ça sera intéressant, en fait, de laisser une trace à mon enfant et surtout de lui apprendre des choses sur la littérature, etc. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait un virage complet de ce que je lisais parce qu'avant, je lisais de tout. Aujourd'hui, je lis de tout, mais juste l'été. Sinon, généralement, dans l'année, mes lectures sont très orientées, auteurs de la diversité. Et l'été, je lis des choses très, 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 très légères, etc.
Et là, je me suis dit, bah, ça sera intéressant d'avoir une trace de ce que je pourrais laisser à mon enfant. Quand j'étais plus jeune, j'avais un classeur avec un résumé de tous les livres que je lisais. Donc, j'écrivais le titre, l'édition, tout ça. Je faisais ça, j'avais 10 ans, j'étais complètement truc. Et j'écrivais le résumé, disant si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, etc. Et je me suis dit, bah, tiens, bah, je vais faire ça aujourd'hui. Moi, je ne connaissais pas les réseaux sociaux. J'étais complètement déconnectée. En 2018, j'avais juste Facebook. Et mon truc sur Facebook, c'est que je postais 2 fois, je faisais 2 posts dans l'année. Et là, j'ai découvert Instagram. Donc 2018, ça fait pas très longtemps, hein, mais moi, je connaissais rien d'Instagram. Donc, j'ai créé un compte sur Instagram. Donc, voilà, j'ai commencé avec 0 follower. Et j'ai découvert Instagram. Et puis, bah, je suis devenue un peu accro à Instagram. Donc, là, je me suis dit, bah, je vais poster des petites choses, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à poster des livres. Et moi, j'ai toujours voulu faire de la radio. J'ai toujours voulu faire de la radio, mais je n'ai pas de formation en radio ou quoi que ce soit. Donc, en 2018, c'est à ce moment-là aussi que j'ai découvert les podcasts. Parce que ben, moi, j'habitais dans une province anglophone. Les anglophones, ils sont en avance sur certains points au niveau des francophones. Donc, moi, j'ai commencé à écouter des balados, des podcasts en 2018. Et je me suis dit, je vais me lancer et je vais faire un podcast. Donc, de fil en aiguille, à Québec, j'ai commencé à rencontrer des gens parce que je sortais quand même pas mal. Quand j'ai déménagé à Québec après, j'ai commencé à rencontrer des personnes et puis je leur ai dit qu'il y a une fille, ma coiffeuse, je lui ai dit, bah oui, avec la coiffeuse, tu parles de tout, de tes aspirations, de plein de choses comme une confidence. Je lui ai dit, oh, moi j'aimerais bien faire de la radio, etc. Elle m'a dit, ah bah tiens, je connais quelqu'un qui fait de la radio, en plus il recherche des chroniqueurs, tout ça. J'ai dit, ah oui. Et puis après, bah, c'est comme ça, j'ai eu une rencontre avec l'animateur principal du magazine là, de la radio. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, c'est grâce à ma coiffeuse Plaquis, c'est grâce à elle que j'ai commencé la radio. Et entre-temps, je pense que j'ai commencé en 2021. Mais juste avant, en 2020, en fait, je me suis dit, comme je n'ai pas l'opportunité de faire de la radio, je vais faire des podcasts et je vais me former par moi-même. Et donc, ça a pris du temps parce que j'ai commencé mes premières entrevues en 2018 et j'ai diffusé mon premier épisode en 2020. Bon, il y a eu le Covid, ok, mais il y avait aussi toute cette question de légitimité. Est-ce que je suis apte à faire un podcast? En 2018, les podcasts, c'était pas comme aujourd'hui où aujourd'hui tout le monde fait des podcasts. C'était vraiment assez niché en fait. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui en faisait. Et moi, dans la catégorie où je suis, en tant que femme noire, etc., il y avait pratiquement très peu de personnes qui en faisaient. C'était surtout des Américaines ou des trucs comme ça. Donc, j'avais peur de me lancer. Mais j'avais quand même fait mes entrevues, mais le fait de mettre tout ça en ligne, etc., bah, ça m'a pris 2 ans. Donc, voilà, après, je parlerai un peu de mon podcast là, mais moi, mon podcast, c'est Amour et haine. Donc, quand je dis amour et haine, c'est que j'adore le podcast. Je fais des podcasts. Aujourd'hui, je réalise des podcasts pour des entreprises, pour des organisations, etc. Mais mon podcast, moi-même, c'est compliqué parce que ça ne rapporte pas d'argent. Donc, c'est énormément de temps. Moi, j'aime beaucoup. Je vois beaucoup, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui font des podcasts et tout. Je suis là, à chaque fois, je les applaudis. Moi, je n'ai pas cette rigueur. Moi, mon podcast, je l'ai commencé en 2020. Aujourd'hui, on est en 2024. J'ai 11, 12, 13 épisodes, je pense. J'ai 13 épisodes en 4 ans. Donc, ça montre ma rigueur de ce côté-là, mais ce n'est pas grave. Pour moi, c'est une vitrine que je lance comme ça. Mais ouais, mais j'ai quand même des écoutes quand même. J'ai presque atteint les 5000 écoutes pour ces 13 épisodes. Donc, je trouve que c'est quand même très bien. Mais je ne suis pas à fond dans cette plateforme-là parce que c'est beaucoup de temps pour très peu de retours et je trouve que j'ai plus de retours avec ma création de contenu, plus la radio et ça demande moins d'efforts. Oui, c'est vrai que le podcast,
ça. Enfin, ouais, il faut être rigoureux, il faut avoir du temps, c'est hyper chronophage. Ouais. Parce que t'as l'entretien, enfin, tu dois étudier le profil, préparer les questions, hein, et ensuite, tu as la partie pendant, où tu dois rebondir. Enfin, en fait, il faut être actif. Enfin, sur toute la création de l'épisode, il faut que tu sois proactif. Oui. Ouais. Et Moi, je suis plus motivée quand on me paye pour faire des podcasts. J'ai une motivation de feu que quand c'est pour mon podcast. Mais là, je me suis dit, je vais quand même reprendre jusqu'en décembre. Je me suis dit que j'aimerais au moins m'arrêter à 20. Donc là, j'ai des entrevues à gauche et à droite. Moi, mon seul problème, vraiment, c'est le montage. J'adore faire du montage, mais le fait juste de m'y mettre, ça me prend du temps. Après, quand je suis lancée, je suis lancée. Mais faire des entrevues, préparer tout ça, c'est pas le problème, c'est vraiment le montage. Je sais que le montage, on peut déléguer. Mais quand tu délègues ton montage, je trouve que tu perds la créativité du podcast quand tu délègues le montage parce que c'est là où tu peux vraiment t'amuser sur la créativité. C'est vrai que moi, je suis pas trop. Enfin, je fais pas trop de trucs farfelus. C'est vraiment des trucs où je poste pas tel quel, mais presque quoi. J'enlève les trous, enfin les passages où la personne peut-être va chercher ses mots pendant une durée assez longue ou s'il y a des coupes à faire qui sont nécessaires, mais je veux dire, dans l'identité de l'épisode, ça va pas être quelque chose de très, très produit, on va dire ça comme ça. Ok. Ouais, j'ai vu que tu abordé pas mal de sujets sociétaux comme la grossophobie, notamment sur ton podcast. Est-ce que tu as interviewé des personnes qui sont dans le monde littéraire? Non, parce que quand j'ai créé mon podcast, moi, en fait, ce qui était important, c'était de donner la voix aux personnes qu'on n'entend pas. Et pour moi, c'est comme si que j'avais mis des barrières en disant mon podcast, c'est pour les femmes immigrantes qui font des choses exceptionnelles, mais pas dans le. En fait, j'étais pas centrée sur le livre. J'étais centrée sur les rencontres que j'ai eues ici, ailleurs et aussi partout là. Mais c'était vraiment pas sur la littérature. J'ai pas voulu faire un podcast sur la littérature. Je voulais faire un podcast centré sur les personnes. Et c'est pour ça que pour moi, c'était un peu plus complémentaire ce que je fais à la radio. Parce que la radio, c'est vraiment la littérature. C'est vrai que des fois, je parle d'autres choses, mais c'est très, très rare. Par exemple, toute l'année dernière, là, de septembre à mai, j'ai fait 2 entrevues en plus des chroniques littéraires qui n'avaient rien à voir avec la littérature. Et encore, il y en a un, c'était un artiste de rap et un rappeur, quoi. Donc, moi, je me suis concentrée sur son écrit parce que, voilà, j'ai décortiqué ses textes et je voulais parler de ses textes. Donc, pour moi, je considère que c'est quand même de la littérature. Et une autre personne, c'était une femme qui a créé son entreprise. Mais sinon, ça, c'est vraiment, moi, je veux vraiment me concentrer sur les auteurs. Pourquoi je fais ça? Parce que je me dis, déjà, les auteurs issus de la diversité, comme on les appelle ici, ça, c'est des termes qu'on utilise ici au Québec, donc c'est des termes que je vais réutiliser, c'est qu'ils sont très peu, ils sont invisibilisés, donc ils sont très peu représentés. On les voit très peu, que ce soit à la télé, que ce soit qu'on les entende à la radio. Même quand ils sortent des livres, on ne les entend pas. Donc, ça veut dire qu'il faut les chercher, etc. Donc, pour moi, c'est comme si ma mission, c'était OK. Ces auteurs-là qu'on ne voit pas, moi, je suis fan de livres. Je ne vais pas parler de Guillaume Musso ou de Marc Lévy que tout le monde connaît et que tout le monde partage. Moi, ça ne m'intéresse pas. Même si certains de leurs livres, je leur ai lus, oui, c'est très bien, c'est très bon, etc. Marc Lévy, j'aime pas, mais Guillaume Musso, ça va. Mais c'est pas ça que je veux partager parce que ça, tout le monde connaît en fait. Tu parles à quelqu'un, même quelqu'un qui lit pas, je suis sûre que tu lui dis Guillaume Musso, il va savoir. Moi, je veux vraiment aller dans le fond de la niche, que l'auteur qui s'est cassé la tête à écrire, de le mettre en avant parce que, comme je dis, tout le temps, je dis ça dans mes chroniques,
dans mes chroniques, c'est très facile de critiquer, de parler de comment le livre a été fait, comment c'est écrit, nanana, la fin, tout ça. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Je challenge les auteurs avec qui je fais des entrevues. Mais moi aussi, j'écris de l'autre côté. J'écris des textes de slam. C'est hyper difficile d'écrire. C'est pas donné à tout le monde. Ça demande de la rigueur. Ça demande beaucoup de travail. Et le fait de terminer un livre, de trouver une maison d'édition, d'éditer son livre, c'est un travail monstre. Et les retombées sont minimes. Parce que pour vivre de la littérature, je ne sais pas c'est quoi les pourcentages, mais ça sera intéressant de regarder. Mais je sais que c'est très peu de personnes qui écrivent des livres qui vivent de ça. Moi, ici à Québec, comme je suis maintenant reconnue dans le monde de la littérature, ben, je connais plein d'auteurs. J'ai plein d'auteurs. Moi, je fais une collection des personnes qui écrivent et qui me font des dédicaces au début du livre. J'en ai plein. Et ben, la plupart de ces personnes-là, je sais ce qu'elles font à côté. Elles ont d'autres choses à côté. Elles ne vivent pas juste de la littérature. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était important et c'est toujours important de mettre ces personnes-là en avant parce que c'est vraiment difficile. Mais il y a des auteurs qui sont très connus maintenant que j'aime aussi partager. Par exemple, Bougarsar, mais Bougarsar, on n'a pas besoin de le présenter. Hein. Il a gagné un vrai concours. Moi, si je fais une chronique sur son livre, ça passe inaperçu parce que les gens s'en fichent, mais j'ai remarqué, en tout cas, avec la création de contenu, le contenu littéraire que j'offre, les gens, ils aiment bien dénicher des petites choses. C'est ça, sur les petites thématiques. Moi, je reçois beaucoup de messages en DM en me disant « Ouais, je ne sais pas quoi lire, tu n'as pas un livre à me présenter ?» Et puis après, je demande souvent « Oui, bah, qu'est-ce que tu aimes ?» Et là, ça me fait penser à une fille là, qui s'appelle Kali, avec qui j'ai grandi à Vitry. Et ben, elle, je sais le contenu qu'elle aime. Et à chaque fois que je lis un livre qui correspond à ce qu'elle aime, je dis, lis ça, je suis sûre que tu vas aimer, parce que je sais les thématiques à peu près qu'elle aime. Donc, il y a beaucoup, je fais beaucoup ça, mais pour moi, c'est important de mettre ces personnes-là en avant. Donc, c'est ça. Après, comme je dis, hein, il y a des livres que je lis, que je ne publie pas. Ce que je publie sur mon compte Instagram, c'est vraiment, je pense, ça représente à peine 30% de mes lectures globales parce que tout à l'heure, on parlait ça prend énormément d'énergie, la création de contenu. Moi, ok, maintenant, peut-être que je me considère comme créatrice de contenu. Je n'ai pas beaucoup de followers, mais quand même, j'ai quand même des contrats à travers ma création de contenu. Donc, je peux te dire que je suis créatrice de contenu. Mais je trouve que ça demande énormément de temps. Moi, j'aime ça. Mais je ne sais pas c'est quoi qui se passe dans mon cerveau, mais j'ai du mal, en fait. Par exemple, là, je suis en pause Instagram, mais j'ai du mal j'ai essayé une fois, je me suis dit, je vais publier pendant 5 jours d'affilée. J'ai fait 3 jours, j'en pouvais plus. C'est difficile. C'est difficile, je veux le faire, j'en ai plein. J'ai plein de livres à présenter. Sur mon bureau, j'ai 1 million de livres que j'ai lus, que je veux parler, mais tu sais, il faut écrire. Parce que moi, les réels, c'est bien, mais je veux aussi écrire, avoir une trace écrite du livre que j'ai lu. Et donc, ça aussi, ça prend du temps. Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, moi, surtout les chroniques littéraires, j'ai l'impression que sur la communauté, en tout cas francophone, de ce que moi je vois au quotidien, elles ont moins d'impact qu'avant. Enfin, du moins, ça dépend aussi sur quel format on les présente. Mais je sais que si tu postes un post ou un carrousel avec juste la couverture et que en description, tu fais un texte de, je sais pas, 500 mots, tu vas avoir moins de portée qu'une personne qui va faire un truc un peu esthétique, joli, et qui va pas forcément écrire en profondeur. Ça, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Oui, en fait, c'est ça qui est difficile, pas difficile, mais quand même un peu, c'est que Instagram, c'est la beauté. Donc, faut déjà que ce soit beau, faut que ce soit esthétique, tout ça. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je prends une photo, je me mets contre le mur, tac, je prends la photo. Mais non, mais il y en a, ils mettent ça, ils mettent des petites lunettes, un petit verre à côté. Tout. Moi, je suis pas dans ça et je veux pas être dans ça parce que c'est pas mon truc. Moi, je suis dans la simplicité. Je poste le livre, je fais mon petit résumé et ça, aujourd'hui, sur Instagram,
Avec l'algorithme, ça ne fonctionne plus. Ouais, Donc, ça. si tu veux avoir une autre portée, il faut essayer la tendance. La tendance, c'est quoi? C'est de faire des vidéos. Oh, moi, les vidéos, j'aime faire ça, mais j'aime faire ça avec mes amis pour rigoler. Mais parler du livre, tout ça, bah là, je me suis mise parce que il y a plus de portée. Il y a plus de portée quand tu fais une vidéo et que tu parles du livre parce que c'est quoi mon constat? C'est que les gens lisent moins. Donc, les gens, quand tu fais un petit paragraphe, même si c'est 10 lignes maximum, ils vont pas lire. Donc, ça veut dire que déjà sur Instagram, je parle de livres. Donc, déjà, tu es dans une catégorie genre qui n'est pas trop calculée. Et je parle de livres de personnes issues de la diversité. Alors là, je suis encore plus dans un coin du coin. C'est vraiment… moi, je dis, toutes les personnes qui sont dans cette niche-là, et il y en a plein que je suis, il y en a plein qui me suivent, on est vraiment dans un trou, en fait. On est vraiment dans un trou parce que, comme je dis tous les jours, hein, si demain, je parle de maquillage, de beauté, de mode, de décoration d'intérieur, de cuisine, c'est bon. J'ai un compte avec je ne sais pas combien de followers, mais ce n'est pas ça mon truc. Moi, je parle de livres. Oui, c'est vrai, c'est assez intellectuel, mais je parle d'autres choses. Hein. Je parle de un peu ma vie à Québec, l'immigration. Et comme je dis aussi, je suis militante. Donc, tout ce qui se passe à Québec qui concerne les questions de racisme ou d'autres, je suis impliquée dedans. Donc, j'en parle aussi. Donc, c'est très niché en fait. Donc, c'est pas tout le monde qui me suit, mais au moins les personnes qui me suivent connaissent ce contenu que je propose. Donc, moi, je me dis, c'est ça. Au moins, tu auras une communauté engageante qui sait pourquoi elle te suit. Et puis… C'est ça. Bah, là, pendant les élections en France, j'étais un peu énervée. Mais… c'est ça. C'était compliqué. Et du coup, j'ai vu que tu as passé des stories. Donc, du coup, tu n'as pas la nationalité canadienne. Du coup, tu votes quand même… Si, en fait, j'ai la chance d'avoir 3 nationalités. Donc, je vote pour les élections en France, je vote pour les élections ici au Québec et au Canada, et je vote aussi pour les élections sénégalaises. Donc, cette année, j'ai voté 3 fois. 3 fois. Non, je n'ai pas voté pour Canada. Si, non, pas Canada, mais j'ai voté un truc au Québec, là. Je ne sais plus si c'était en fin d'année ou cette année, bref, mais en fait, je vote pour les 3. Partout. D'accord. Okay. Ouais. Je ne savais pas trop si tu combinais, parce que je t'ai vu parler des élections législatives en France, et du coup… Oui, parce que je suis française, donc pour moi c'est important. Et comme je dis, j'avais des discussions ici avec des amis. C'est vrai qu'on vit ici, etc. Mais je suis quand même attachée à la France, quoi qu'on en dise, même si des fois je la critique, etc. Mes parents y vivent, mes frères et sœurs y vivent, mes neveux et nièces y vivent, mes amis y vivent encore. Donc c'est pas un pays que je peux barrer de la carte. Donc c'est quand même important. C'est vrai que c'est l'amour et haine en fait avec la France. Tous les ans j'y vais, je suis contente d'y aller. Mais après, quand je vois par exemple la montée du Front National, le fait quand tu es en France que tu es une personne noire ou arabe ou qui est des origines avec un nom différent, même si tu as été à l'école de la République, c'est plus difficile pour toi de trouver du travail, on t'accepte qu'à un certain niveau. Moi, je trouve ça difficile, en fait, cette relation. Après, mes frères et sœurs, ils y arrivent. Je me suis dit que moi aussi, j'allais y arriver. Mais je pense que si j'étais restée en France, et ça, je suis persuadée, je pèse mes mots sur ça, je n'aurais pas eu la carrière que j'ai aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. J'en suis certaine à 99%. Oui, j'aurais fait des choses, c'est certain. Mais je n'aurais pas fait les mêmes choses. Et je ne les aurais pas fait de la même façon. Et je n'aurais pas eu ce que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Même, par exemple, moi, me dire qu'aujourd'hui, j'ai des contrats avec des maisons d'édition. Il y a une maison d'édition avec laquelle je travaille très souvent, qui est quand même assez reconnue, la maison d'édition Les Mordants Criés, avec qui je connais les éditeurs. Ils m'appellent, j'ai leur numéro, on s'appelle, on travaille ensemble, j'ai des contrats avec eux. Je fais des choses avec eux. Il y a une autre maison d'édition avec qui j'ai commencé à travailler aussi.
Je fais des conférences littéraires, je reçois des services presse. Il y en a une autre en Ontario aussi, avec laquelle je travaille. Pour moi, c'est inespéré en fait de travailler. Là, en fait, je travaille en collaboration où je soutiens, j'ai des appels, etc., avec 4 maisons d'édition, 2 au Québec, une en Ontario et une autre en France. Pour moi, ça, c'est inespéré. Parce que si j'étais en France, ben, comment j'aurais pu faire pour travailler avec ces maisons d'édition, tout ça? Parce que ces maisons d'édition, ce qui est bien, c'est que ben, la plupart, elles sont basées à Montréal. Moi, je suis à Québec. Donc, quand ils ont un événement à Québec, ben, moi, je suis là, en fait. Je suis là. Des fois, je suis payée pour faire la conférence. Des fois, j'ai un mot à dire. Des fois, j'ai le livre. J'ai des petits trucs, en fait. Donc, je me dis, ces relations-là, j'aurais jamais pu les avoir, je pense pas. Après, je me mets des limites comme ça, mais j'en suis certaine que ça allait être beaucoup plus compliqué d'avoir ces relations-là avec les éditeurs, éditrices, que ce que j'ai aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, ben, on a mon mail, on a mon numéro, on m'appelle. Voilà, je suis souvent invitée dans des activités littéraires, etc. C'est pas. Moi, je suis très contente. Parce que c'est pas la même envergure, j'ai l'impression. Non, c'est plus petit. Ici, déjà, ils commencent à mettre des restrictions pour les appels à partenaires. Donc, en gros, si tu n'as pas au-dessus de 2000 abonnés pour certaines maisons d'édition, il faut oublier. Tu ne peux pas postuler, tout simplement. Et il y a aussi, tout ce que tu dis, ils rémunèrent que certaines, des gens qui sont très, 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 très connus, quoi. Ils vont vraiment regarder en termes d'abonnés plutôt que de regarder le contenu de la personne. Ouais, bah, c'est ça, moi, c'est pour ça que c'est inespéré parce que il y a un mois, là, je sais plus si c'était avril ou mai, là, j'ai reçu plein de livres. Je n'ai jamais reçu autant de livres. Moi, en fait, même si j'ai pas d'argent, je m'en fiche. Mais si vous m'envoyez des livres… Ouais, il y a une rétribution derrière. Un livre, ici, ça coûte entre 25 et 30 $. Hein. Donc, moi, tu m'envoies des livres, je suis super contente. Envoyez-moi des livres, c'est ce que je dis tout le temps. Ouais. Envoyez-moi des livres, moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a même des petites maisons d'édition aussi qui m'ont envoyé des livres, des choses comme ça. Donc, moi, pour moi, c'est une reconnaissance du travail que je fais. Donc, voilà. Et puis, toutes ces collaborations, je ne les ai pas sollicitées. C'est eux qui m'ont trouvé, entre guillemets. Moi, j'ai sollicité. Moi qui envoie des mails à chaque fois. Ouais. Non, moi, j'ai sollicité personne. Donc, oui, j'ai sollicité, sincèrement, j'ai sollicité personne. Donc, je suis vraiment super contente. Et comme je dis, j'ai 1500 abonnés. Donc. Ah oui, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Ouais, c'est ça, je dis que les opportunités ne sont pas les mêmes. Oui. Les opportunités ne sont pas les mêmes. Ok. Ouais. Oui, c'est vrai que la France est très, très élitiste. Oui, vraiment. Ouais. Et du coup, pour finir avec ton activité de créatrice de contenu, on va dire spécial réseau, est-ce que tu peux citer des événements littéraires auxquels tu as participé Oui, donc en fait, moi j'organise des événements littéraires. Donc ça, je préfère le dire aussi à Québec. Donc dans une librairie, donc la librairie de mon quartier, parce qu'ils me connaissent aussi, parce que je vais souvent là-bas acheter des livres, etc. Donc j'organise des activités littéraires autour du slam et de la musique, parce que j'ai une copine qui chante. Et elle chante, et puis moi, je fais la partie slamée. Donc, une fois au trimestre environ, on fait une après-midi slam, musique et mots. Là, il y a l'affiche derrière là. Donc les gens viennent et puis on fait nos choses. On est aussi accompagné d'un musicien. Et puis après, on laisse un micro ouvert. Donc ça, c'est quand même assez cool parce que c'est un partenariat aussi qu'on a avec cette librairie-là. La dernière fois, j'ai participé avec les éditions Remue Ménage. Il y avait une conférence littéraire animée avec… Florence, donc Florence Agathe Dupé-Moreau et Guylaine Demer qui est chercheuse à l'université à côté.
Et en fait, Florence a écrit un livre sur la place des filles dans le sport. Donc, c'était une conférence littéraire où j'ai animé cette conférence littéraire. Donc, Florence, elle est quand même assez connue au Québec car son conjoint fait partie des seuls Québécois qui ont pu intégrer la NFL, donc la principale ligue de football américain. Donc, quand je vois que c'est moi qui ai animé cette petite conférence, je suis super contente. Sinon, après, j'ai quand même pas mal de petites conférences au cours de l'année, là, mais là, c'est vrai que c'est l'été, c'est un peu calme, mais après, moi, c'est plus au niveau du slam, là. Je fais beaucoup tous les mois, j'ai une activité de slam à Québec, là. Au mois d'août, c'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage le 1er août, là. Donc là, j'ai une activité slam écriture sur ça. Et puis, au niveau de l'écriture aussi, je donne des ateliers d'écriture pour des organisations ici. J'en ai donné pour des organisations de jeunes, pour des organisations avec des femmes. Donc, il y a aussi cette partie-là aussi que je fais aussi au niveau de la littérature. Et puis, à chaque fois, comme je disais tantôt, quand il y a un livre qui sort avec l'une des maisons d'édition avec laquelle j'ai l'habitude de travailler, ben, je suis invitée. Donc, voilà. Ah, c'est super. Ben, franchement, j'admire beaucoup ton parcours. Enfin, comme quoi, avec, entre guillemets, avec peu de moyens, Ouais. on peut. Je tiens à préciser, c'est l'Amérique du Nord. Oui. Bon, il y a aussi le travail et il y a aussi le travail. C'est pas comme ça en mode c'est l'Amérique du Nord, hein, c'est pas ça. Hein, c'est pas ça que je dis parce que on se rend pas compte, mais c'est énormément de travail. Je le disais tout à l'heure, moi j'ai commencé en 2018, on est en 2024. C'est vrai que c'est à partir de 2023 que ça a vraiment commencé. Là, ça va. Mais ça fait quoi? Ça fait 5 ans quand même. Donc, c'est moi, tout ce que j'ai fait en 2018, 2019, 2020, tout le travail en sous-marin que personne ne voit, sous l'iceberg, etc. Il a quand même été là. Il est quand même là. Hein. Moi, tous les jours, bon, là, c'est les vacances, donc c'est un peu plus calme. Mais à partir du mois d'août, moi, je vais reprendre ma création de contenu. Je vais préparer mes chroniques. C'est du travail, c'est beaucoup de travail. Ouais, ça demande une certaine implication. Bah, pareil, je le vois même moi avec moi. Enfin, ça fait 4 ans. Moi, j'ai commencé assez tard. J'ai commencé en 2020. Et encore, pendant un an, j'avais pas forcément de ligne éditoriale. Parce que comment dire, je m'acclimatais, mais j'essayais de voir un peu comment ça marche, trouver ma place. Et ouais, on va dire c'est que maintenant, entre guillemets, que bah, ça porte un peu ses fruits parce que du coup, tu peux mieux te vendre, tu peux établir un profil avec. Enfin, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Enfin, j'ai une sorte de CV littéraire où je liste un peu tous les contenus que je peux faire, que j'ai pu faire depuis 4 ans. Donc, ouais, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Mais écoute, c'était super intéressant de parler de ton activité de créatrice de contenu. Merci. Je vais peut-être te poser, on va dire, une question en termes de recommandations livresques. Oui. Oui. Ben, là, les dernières lectures que je lis, c'est l'été. Donc, l'été, on est sur des choses assez légères. Je suis plus dans les romans. Moi, j'aime beaucoup les essais. Là, j'ai lu pas mal d'essais. Moi, je peux pas dire c'est quoi, quand on me pose la question, c'est quoi ton livre préféré? C'est impossible. C'est comme si tu me demandes de choisir, j'ai 5 frères et sœurs, c'est qui ton frère ou ta sœur préférée? C'est impossible. Donc, moi, cette question-là, je ne peux pas. Mais les derniers livres que j'ai lus, que j'ai vraiment aimés, j'en ai 4-5 là. Mais il y a déjà Amandine Gay, Une poupée en chocolat. C'est un essai aux éditions Remue Ménage avec la collection Les Martiales. Donc, la collection Les Martiales, c'est une collection à l'intérieur de la maison d'édition qui met en avant les personnes, la voix noire, donc les personnes noires qui écrivent.
Donc, ça, c'est vraiment super. Et l'éditrice, elle est super aussi, que je connais, Stéphane Martelly. Elle est vraiment super. Il n'y a pas beaucoup de livres dans cette collection-là, mais tous les livres qui sont dans cette collection-là sont à lire. Donc, dedans, il y a Amandine Gay, une poupée en chocolat que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. J'ai lu dernièrement Le violon d'Adrien de Gary Victor aux éditions Mémoire d'Encrier. Ouais, j'ai vraiment… Maison d'édition. J'ai pas encore commencé les titres, mais il faut que je… En fait, Ah oui, Mémoire d'Encrier, la plupart, 90% des livres, je les ai lus. Donc, si tu as besoin de recommandations de lecture, je peux te les donner. Il y a aussi le livre de Laurence Hill qui est sorti, que je n'ai pas lu, mais qui est là dans ma bibliothèque dédicacée, qui attend. Mais sinon, là, je suis en train de lire La prophétie de Dali de Dalla Fofana, que j'apprécie parce que c'est l'un des seuls livres que j'ai lus pour le moment qui parle d'immigration et qui parle des blédards, entre guillemets, parce que c'est le mot qu'il utilise dans son livre, de façon positive, d'une façon positive, parce que moi, mon mantra, c'est ce que je dis toujours quand je fais des chroniques littéraires. Les personnes noires, la plupart du temps, les personnes issues de la diversité, quand elles écrivent, c'est toujours des traumas, donc des viols, des agressions, des traumatismes, etc. Donc, j'essaie toujours de trouver le positif dans des livres écrits par des personnes issues de la diversité. C'est très dur, mais je garde espoir. Mais c'est quand même assez… il y a un peu un ton humoristique sur son histoire d'immigration. Dernièrement, j'ai lu Un cœur en Sahel. Oh, je ne sais plus le titre exact. De Djali Amadou. Oui, Amal. Alors, elle… c'est des traumas, hein. Je parle de traumas, mais c'est des traumas, mais c'est tellement touchant. À chaque fois que je commence ces deux livres que j'ai lus là, j'ai été très touchée parce que la femme est au cœur de l'histoire et c'est tellement bien décrit avec tellement de détails que c'est vraiment appréciable. Après, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir lire ça parce que c'est un peu de traumatisme. Donc voilà, là je suis aussi en train de lire Véronique Tadio, le dernier, Je remercie la nuit, je pense. Ah oui, il sort en août en France, il me semble. J'ai vu. Ouais, même au Québec, il vient de sortir, mais je l'ai eu avant, donc je l'ai lu, c'est ça. Donc là j'ai commencé à lire, mais je sais qu'il n'est pas encore sorti, mais ça aussi c'est à lire. Et après les essais, j'aime bien, mais là je suis pas trop dans les essais parce que c'est l'été. Et puis oui, j'ai lu un livre de Leonora Miano. Oh là là, moi les titres là, c'est Effet volcanique, je pense. Je reviens, je vais juste chercher le livre. Pas de souci. Oui, volcanique, une anthologie du plaisir. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie d'un des seuls livres noirs que j'ai lu dernièrement qui ne parle pas de traumatisme, mais qui parle de plaisir féminin. J'ai vu qu'il y en avait un autre qui était sorti aussi, qui parlait du plaisir féminin vu par les femmes noires. Et ça, il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai fait un screenshot, je me suis dit que j'allais l'acheter. Bon, ça, c'est en anglais, hein, évidemment. En anglais, il y a toujours 1 million de choix. The Sex Lives of African Women. Donc, ça aussi. Et puis, le dernier livre que j'ai beaucoup aimé, c'est une pièce de théâtre qui a été jouée ici au Québec, qui s'appelle Sans jaillir, de Stéphie Mazounia. Et en fait, c'est trop bien parce que c'est 4 femmes noires qui racontent un peu leur vie. Ça m'a fait penser un peu au livre de Leonora Miano où ça se passe à Paris. Là, je ne sais plus c'est quoi le titre, mais c'est sur mon feed Instagram. Et en fait, c'est rare de voir juste le quotidien de 4 femmes noires comme ça. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai apprécié. Et c'est aussi un livre que j'ai reçu, je pense, des éditions Remue Ménage. Donc, c'est ça. C'est quand même assez léger. Donc, en ce moment, je suis sur ça. La plupart des livres qui sont là, je les ai lus. Là, il y a juste Véronique Tadio que je n'ai pas terminé. Mais sinon, tous les autres, là, je les ai lus.
Bah, merci beaucoup pour tes recommandations. C'est Ça fait plaisir. ton profil hyper. Je pense qu'on aurait pu continuer l'interview encore 40 minutes, mais Ouais, merci. Merci. euh, j'ai deux autres questions. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Oui, alors, je ne sais pas si tu l'as déjà invité, mais Sapotille Ah Club, oui, j'ai dit Anne. tu as déjà invité? Oui, Ouais, elle, c'est bah, Carole aussi, mais elle, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son book club. C'est pas évident de faire un book club à l'international avec les horaires, etc. Moi, j'en avais oui, fait un pendant le Covid. Le Covid s'est terminé. Je dis, tiens, on arrête. Mais c'est vraiment super intéressant parce que les lectures qu'elle propose, ce sont vraiment des lectures superbes. D'ailleurs, Volcanique, là, bah, c'est les éditions Mémoire d'Encrier, mais ça a été écrit, il a été édité, publié il y a longtemps. Je ne l'avais jamais lu et grâce au book club, je l'ai écrit. Sinon, là, je suis en pause Instagram. Donc là, ça veut dire que ça fait à peu près un mois que je n'ai pas été sur mon feed sur Instagram. Donc, au niveau des comptes, c'est comme si j'avais un blackout. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a les icônes de Kimia. ah oui, Euh, qui a fait un podcast. c'est ça. Donc, il y a elle. Il y a moi dans la suis et que j'aime bien le contenu. Carole, bien sûr. Anne, que j'aime beaucoup. Et avec qui j'ai des discussions passionnées. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été sur Instagram. Ah oui, mon ami, la bulle d'être, donc t'es clair. C'est une personne que j'ai rencontrée sur Instagram qui habite maintenant à Québec. Donc, quand elle est arrivée à Québec, on s'est connecté. Et j'aime beaucoup son contenu parce qu'on est dans l'écriture. On a fait des activités de slam. Mais sinon, on parle beaucoup d'écriture et en fait, elle publie beaucoup de ses écrits sur Instagram. Je l'ai aussi invitée à la radio justement pour parler de ses écrits. Donc, T'es clair, qui elle aussi a un autre parcours parce que c'est vrai qu'on est aujourd'hui à Québec, mais on ne vient pas du même endroit. Donc, c'est intéressant en fait de pouvoir partager ce genre de choses quand on est ailleurs. Et ah oui, espace de la diversité. Donc, c'est un compte Instagram avec lequel je travaille aussi. Et eux, leur objectif, c'est de combattre le racisme et l'exclusion par le livre. Et eux, ils sont basés à Montréal. D'accord. Donc, J'irai voir leur compte. ouais, je suis beaucoup de gens, donc ça prend. Il y avait aussi The Red Corner. J'ai un trou de mémoire, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une personne avec qui je discute très souvent et qui fait aussi du contenu que littéraire. Donc voilà, ça s'appelle The Red Corner. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Non, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est ça mon problème. Moi, je le dis jamais, mais j'ai toujours des problèmes avec les personnes qui ont des comptes et qui ne mettent pas leur nom parce que j'oublie très très vite maintenant les prénoms. Donc c'est ça. The Red Corner, voilà, on discute très souvent. Elle fait beaucoup de publications littéraires, donc j'aime beaucoup les publications qu'elle fait. Et je pense que ouais, on a aussi Del Kabish que j'aime bien. Donc littérature afro et caribéenne. Je ne sais pas si tu connais, elle s'appelle Mélina.
Elle fait des chroniques littéraires. Non, je connais pas. Ah oui, et puis il y a la vilaine fille qui lit, Audrey. Là, elle fait moins de publications sur sa page. Mais c'est quelqu'un. Moi, je pensais que je lisais beaucoup. Bah, après, je compte pas les livres, mais je sais à peu près. J'en lis à peu près, je sais pas moi, entre 60 et 70 ish par année, je pense. Et elle dépasse les 100 livres par année. Donc, oui, il y en a qui lisent beaucoup. Moi, je sais pas comment. Moi, je lui ai demandé mais, comment tu fais. Mais en fait, elle m'a expliqué sa routine et après, j'ai dit, ah oui, je comprends. Mais il y a des gens aussi qui, je sais plus, je pense que j'avais vu une vidéo, ça c'est un peu un aparté là, mais j'avais vu une vidéo sur Arte ou je sais plus quoi. Il y avait une fille qui disait qu'elle avait lu, qu'elle lisait, je pense, 300 livres, un truc comme ça par année. Et moi, je me dis, quand tu lis 300 livres par année, tu peux pas lire 300 livres par année et être créatrice de contenu. Ouais, ça marche pas. Parce que si tu es créatrice de contenu, forcément, tu dois passer du temps sur les réseaux sociaux pour savoir c'est quoi les nouvelles tendances, c'est quoi avoir de l'inspiration et tout. Et en fait, moi, je trouve qu'il faut qu'il y ait une coupure. En tout cas, pour ma part, j'arrive pas à lire et à être sur les réseaux en même temps. En fait, il faut qu'il y ait une coupure. Donc, c'est pour ça que moi, le soir, là, je vais pas sur les réseaux. Ou sinon, parce que le soir, c'est le moment où je lis. Donc, je trouve ça difficile. En fait, j'aimerais bien savoir comment la personne a fait pour être hyper active et hyper connectée sur les réseaux sociaux et lire 300 livres par année. Donc, ça, c'est... À part si c'est ton activité principale. Exact. Mais sinon, non, je pense que tu peux pas. Ou si tu es à temps partiel, mais il faut que tu te dégages du temps. Sinon, c'est. Enfin, moi, je vois pas comment les gens font. À part si tu lis que des graphiques. Si c'est des graphiques ou des livres jeunesse, ok, mais. Et encore. Oui. Mais si c'est des romans, non, pour moi, ça me paraît très compliqué. Mais après. Oui, après, on ne sait pas. Moi, j'ai un ami libraire, écrivain, qui doit lire, je pense, je ne sais pas moi, plus de 100 livres par année, mais lui, il n'a pas de réseaux sociaux. Hein. Son réseau social, il a 50 abonnés, il n'y va jamais. Voilà, c'est ça. Il a un réseau juste pour dire qu'il a un réseau, mais ce n'est pas quelqu'un qui va regarder des réels ou qui va regarder des vidéos. Mais lui, il est tout le temps en train de lire parce qu'il travaille dans la librairie et son temps libre, il est toujours en train de lire. Donc, lui, quand il me dit qu'il lit 100 à 200 ou même moins, je suis OK. Et en plus de ça, lui, il prend du temps pour lire les essais parce qu'il revient dessus, il fait des réflexions. Bon, moi, je ne suis pas là. Moi, je lis, je fais ma réflexion personnelle avec des petites fiches, là, mais après, je... Oui, tu fais ça aussi. Ouais. Okay. Donc, c'est ça. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes tes recommandations et avoir pris le temps de chercher des invités potentiels. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et aux auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, moi, principalement sur Instagram, donc Byhoumou, BYHOUMOU. Donc, je suis assez active sur Instagram. Des fois, je prends des petites pauses, mais je suis quand même assez active. J'essaie de passer moins de 30 minutes par jour sur Instagram. Et sinon, après, s'il y a des personnes qui veulent m'écrire en DM, je réponds à tous mes messages. Et après, j'ai un blog aussi qui est un peu mort, mais c'est byhoumou.com. J'ai une adresse courriel où on peut m'écrire, byhoumou@gmail.com. Donc, c'est ça. Bah, écoute, c'était super intéressant. J'aime trop interviewer des créatrices de contenu avec différents profils, qui ont un parcours. Ils ont des choses à dire, donc c'est super. Merci. Et puis, j'ai aussi un podcast, c'est facile, c'est Byhoumou, parole de femme, Byhoumou. Donc, dès qu'on tape Byhoumou, on t'entend. C'est joignable. Ça marche. Écoute, ça va être la fin du podcast. Je vais remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Merci pour l'invitation.